déjeuner avec des gens pour expliquer, etc. Et ils étaient tous au taquet en disant oui, évidemment, on va vous soutenir. Évidemment, c'est un projet important. J'ai pas vu un centime. J'ai pas vu un centime. Et ça, c'est dramatique parce qu'en fait, à Mayotte, il y a des fonds. La culture, il y a des fonds de l'État qui servent à ça, en fait, à financer des projets culturels. On n'en a jamais vu la couleur. Je suis Jacqueline Guez, la gérante de Clap Productions, scénariste et réalisatrice de la série Colloque. Mon parcours, classique, hein, j'ai fait mes études ici jusqu'au bac, puis au bac, je suis partie faire une licence de droit à Amiens, et ensuite j'ai quitté Amiens, je suis allée à Bordeaux, où j'ai fait un master de droit, et ensuite j'ai fait un autre master en ressources humaines et en sciences politiques. Donc pendant des années, j'ai travaillé en tant que juriste en droit du travail, puis ensuite dans une entreprise à Mayotte en tant que DRH, avant de péter les plombs et de changer de voie et de vouloir faire autre chose de ma vie. Donc, j'ai choisi la vidéo et la communication audiovisuelle. Voilà. Parce que en fait, dans ma formation, je suis spécialisée dans les licenciements collectifs. Donc, clairement, c'est pas forcément le métier le plus drôle. Et après avoir fait ça pendant longtemps et à Mayotte aussi, j'avais envie de changer et de faire un truc plus cool, plus créatif. Attendez, je vais vous le montrer. Et voilà, je suis mariée et donc c'est le nom de mon mari. Alors le seul truc, le truc le plus important et qui a dirigé toute ma vie, c'est que mon père, il m'a éduqué en me faisant bien comprendre qu'il n'y a pas un truc dans ce monde que je peux pas réussir si j'ai envie de le faire. Dès la petite enfance, il m'a donné une confiance absolue en mes capacités intellectuelles en disant il suffit que je le veuille et si je travaille suffisamment, je peux y arriver. Je me suis formée, je me suis auto-formée, j'ai suivi d'autres formations à Paris et c'est comme ça, en essayant petit à petit, que j'ai commencé à apprendre et au final, je pense aujourd'hui, maîtriser mon sujet quoi, et mon métier. Quand je suis rentrée à Mayotte, je sentais quoi, j'étais d'une génération où on sentait un mal-être qui était palpable. On avait vécu des choses extraordinaires en Hexagone et on revenait, on se retrouvait mis sous cloche à devoir rentrer chez papa et chez maman, à devoir se géolocaliser, dire où on va, avec qui on va, justifier de comment on est habillé. Et en fait, ce retour à l'infantilisation, après 10, 15 ans passés en Hexagone, il est hyper violent. Moi, je l'ai un peu vécu, mes amis l'ont vécu, et donc, en fait, le point de départ, c'était ça, c'était waouh, ah ouais, en fait, c'est ça le monde qu'on nous propose, quoi. Le monde qu'on nous propose, c'est qu'on fasse 10 ans d'études, qu'on revienne et qu'on nous dise, par contre, tu bouges pas de là tant qu'un mec vient pas t'épouser et te donner ta respectabilité d'adulte, parce que pour l'instant, t'es une enfant, quoi. Si t'es pas marié, t'es une enfant, t'es l'équivalent d'un enfant, en fait. Et pourquoi Colloque? Parce que Colloque, étrangement, c'est le moins pire des choix. C'est-à-dire qu'il est évident que juste partir, c'est quasi impossible. Voilà, moi je suis partie, hein. Moi je suis partie avant d'être mariée. J'ai pris un appartement, etc. Mais je sais que c'est un choix très très difficile pour plein de gens. Et l'idée de la coloc, c'est de dire, ok, je peux pas vivre tout seul si je suis pas mariée, ok. Mais par contre, si on est 4, ça va du coup. En fait, effectivement, la première saison, accueil virulent d'une certaine tranche de la population, mais un accueil dithyrambique de ma cible. Ma cible, c'est les gens à qui est destiné le message. Moi, j'ai écrit cette série d'abord pour les gens de ma génération, celle à venir, et aussi, enfin, pour la génération précédente. Mais ma cible, c'est que ma génération, les gens de ma génération le comprennent et se reconnaissent. Et ça, du coup, le but a été atteint. Maintenant que des gens d'une précédente génération ne se reconnaissent pas, c'est normal, ce n'est pas dans leur code, ils n'ont pas vécu les mêmes histoires, ils n'ont pas les mêmes problématiques, etc. Mais sur cette saison 2, après le choc de la première saison, la saison 2, c'est le festival, c'est la fête, quoi. Tout le monde attend ça comme un rendez-vous à ne pas manquer, tout le monde regarde, et c'est ça en fait le process de transformation à Mayotte. Et honnêtement, moi j'en retire que à Mayotte, quand on a une idée innovante qu'on a envie d'essayer, quand on a un projet, il faut pas lâcher. Sur le chemin, il y aura des critiques, c'est clair et net, mais à un moment donné, une fois passé la phase de choc, les gens vont adhérer. Ou ceux qui n'adhéreront pas se mettront sur le bas-côté et laisseront passer le train bleu, quoi. Moi, je le vois comme ça. Oui, parce que si j'avais pas eu de financement, j'aurais pas pu sortir la série. Donc, cette série, elle a été achetée par France Télévisions à Paris et elle a été soutenue ensuite en local avec
la direction régionale aux droits des femmes de la préfecture de Mayotte et la politique de la ville de la préfecture de Mayotte. Ce sont les seuls financements qu'on a eus. Je peux vous assurer que sur cette histoire de colloque, la saison 2, je me rappelle très bien de l'avant-première de la saison 1, où il y avait des hommes politiques de très haut rang qui étaient là, qui disaient « Mais comment c'est possible que vous ne soyez pas venus nous voir, nous on vous aurait accompagnés, etc. » C'est la même, j'ai pris mon bâton de pèlerin pour la deuxième saison, je suis allée les voir, j'ai fait 2-3 entretiens, envoyé 2-3 dossiers, déjeuner avec des gens pour expliquer, etc. Et ils étaient tous au taquet en disant « Oui, évidemment, on va vous soutenir, évidemment, c'est un projet important. » J'ai pas vu un centime. J'ai pas vu un centime. Et ça, c'est dramatique parce qu'en fait, à Mayotte, il y a des fonds. La culture, il y a des fonds de l'État qui servent à ça, en fait, à financer des projets culturels. On n'en a jamais vu la couleur. Clairement, en local, mais mon Dieu, mais c'est l'horreur. C'est un chemin de croix, c'est zéro soutien, c'est pire que au-delà du soutien, d'absence de soutien, c'est la censure. Les gens regardent la culture comme un projet qui doit raconter leur vie à eux, ou la vie de leur institution, ou la vie, ou être à la hauteur de leurs valeurs, quoi. Et c'est quand même aberrant. C'est-à-dire que si je devais aller quelque part ici, allez, disons au conseil départemental, puisqu'il y a un office culturel, sans vouloir citer personne, et que je ramenais un dossier qui parlerait de sujets, j'en sais rien, de meurtre, de sexualité, de je sais pas quoi, ils seraient tout à fait en capacité de dire que c'est contraire à leur morale, quoi. Et ça, c'est hallucinant, parce que dans le même temps, en Hexagone, tous les ans, il y a des centaines et des milliers de films qui sortent, qui sont soutenus par les régions, où, en fait, c'est une fiction, bon Dieu, quoi. C'est une fiction, et il faut accepter le fait qu'une fiction puisse raconter des histoires qui ne sont pas en accord avec votre morale, en fait. Anecdote numéro 1, on s'est fait charger par la BAC lors d'un tournage à Doujani parce que la BAC pensait que nous étions des délinquants. En fait, les caméras étaient en hauteur et dans une voiture. On était en train de tourner une scène un peu chaud. Je ne vais pas tout dévoiler ici, mais ils sont arrivés en voiture, bam, nous mettre en joue. Après, c'est normal. Au vu du contexte, c'est normal qu'ils aient eu l'impression qu'il y avait une agression. Donc, on l'a pas mal pris, mais je vous avoue qu'après ça, hein, il a fallu qu'on s'assoie tous, qu'on fasse une petite pause, quoi. Autre anecdote, un soir on tournait, genre il était 2h ou 3h du matin, pareil, on s'est fait tomber dessus par des délinquants qui ont voulu nous dépouiller. On négocie, on essaie d'être gentil, on explique qu'on est en train de faire un film, après ils te demandent ah oui, ça parle de quoi? Étrangement, ça les intéresse. Et les délinquants qui étaient là pour nous attaquer, au final, ils étaient là avec nous en train de regarder à la caméra comment on faisait. C'était très très drôle. Et il y en a même certains qui nous ont aidés à monter des barrages. Dans le cadre du tournage, en nous disant « Mais c'est pas comme ça qu'on fait! Ah, faut mettre comme ça !» Du grand n'importe quoi. C'est dingue parce qu'effectivement, quand on nous a volé nos sauvegardes, je l'ai dit sur les réseaux sociaux qu'on nous l'avait volé et après, j'ai plus rien dit. Il n'y a plus eu aucune communication de ma part sur ce sujet parce qu'on était en train de travailler sur le terrain. Il y avait grosse négociation. Il y a eu chantage, il y a eu rançon, demande de rançon, il y a eu rendez-vous donné dans des endroits sombres, un truc à la Hollywood. Vous n'avez pas idée de tout ce qu'on a dû faire pour retrouver notre travail. C'est un truc de malade. Il a fallu payer des gens qui voulaient être payés pour nous donner des indices et on a remonté comme ça le courant jusqu'à trouver la personne qui avait volé nos sauvegardes et avec beaucoup de négociations, il nous les a rendues, mais ce n'était pas lui le commanditaire. Donc ça a été une mission commanditée. Ah. Moi je le sais, c'est tout ce qui importe. Mais un indice, c'est une personne très haut placée ou? Forcément. Forcément, mais en fait, quelque part, en fait, ça nous a rassurés. Ça nous a rassurés sur le fait qu'on était dans le juste et que si on en vient à entrer dans une entreprise pour ne voler que des disques, c'est que Coloc fait vraiment peur. Et ça veut dire que Coloc a un véritable impact. Autrement, personne ne ferait ça. Pour la jeune génération de Mayotte, alors après, j'aime pas me positionner en donneur de leçons parce que j'ai que l'âge que j'ai que 36 ans. Je ne suis à peine qu'à la moitié de ma vie, donc j'ai pas le recul nécessaire forcément pour être là à donner des conseils aux gens. Mais s'il fallait en donner un, je dirais à la génération de maintenant à Mayotte qui est en train de pousser, de ne rien lâcher. Que c'est dur tous les jours, que le quotidien n'est pas évident, mais qu'il ne faut pas lâcher ses rêves. Et que honnêtement, un monde différent est possible, une société différente est possible et il faut qu'ils aillent au bout. On est des milliers tous les matins à se réveiller sans douche et à ne pas lâcher quand même et à continuer à se battre pour Mayotte. À la génération qui nous regarde, qui regarde Kweli à travers le digital en dehors de Mayotte, j'ai envie de dire revenez
revenez. Ce territoire a besoin de vous, il a besoin de votre investissement, de votre expertise. Et je sais que ça ne sera pas facile tous les jours, mais je vous assure que ce que vous ferez sur ce territoire aura du sens. À la génération de nos parents, acceptez, s'il vous plaît, que quand vous laissez vos enfants partir, ils aient une autre vision du monde. Cette vision qu'ils rapportent de ce qu'ils ont vu là-bas est une richesse. Ce n'est pas une perte de notre identité ou de notre culture, c'est une richesse. Donc, acceptons à nous aimer les uns les autres, à nous respecter les uns les autres, à accepter la différence, quelle qu'elle soit. Et en fait, on créera la société de nos rêves pour tous, où chacun pourra vivre en paix, serein, heureux et avec l'impression d'être entendu.